on va, j'espère, voter une convention qui va nous permettre de faire avancer Bagnols-sur-Mer. Avant, je voudrais présenter les personnes qui sont autour de la table, qui sont des invités, justement présenter cette convention. Donc, M. Bissery, votre prénom, c'est Jean-Marc Bissery. Madame Sylvie César Bonetto, qui est directrice, donc M. Bissery, qui est directeur général, président de l'USA. Madame Bonetto, qui est directrice générale. Madame Lekena, qui est donc directrice des services des travaux, ce que je comprends. Voilà. Pierre Beck, je n'ai pas besoin de vous présenter, donc qui est en tant que personne qualifiée, ami de la ville, bien entendu. Monsieur Gérard Berriot, qui est membre du conseil, vice-président de la SCV et secrétaire général de l'USA. Voilà. Et monsieur Conesa, qui est directeur de la maison de retraite Paul Rich. L'ensemble des partenaires sont représentés autour de la table. Donc, juste un mot de présentation, mais un mot rapide, mais quand même. Donc, le centre Réunion-Marin, c'est un établissement, on le sait tous, mais il est encore utile de le rappeler, qui a été inauguré en 1888. Et nous avons fêté, il y a presque 40 ans en arrière, c'est 100 ans. Donc, c'est un établissement qui a été dédié aux soins des enfants atteints de la tuberculose, qui est un établissement qui a connu beaucoup de reconversions, quelques reconversions en 1995, avec la création de Santé Côte-Vermeille. Il y a eu une reconversion entre l'enfant et l'adulte, ce qui a permis de continuer à ce que cet établissement puisse continuer. Puis ensuite, il y a eu la création de la MAS, 28 lits, plus 58 lits. Il y a eu la création du service de rééducation fonctionnelle. Et ensuite, en 1992, il y a eu la création des services de réadaptation cardiologique. Et puis, il y a eu l'établissement pour enfants IEM. Voilà. L'établissement a persisté, a vécu, et malheureusement, un décret ministériel fait que cet établissement, une partie de cet établissement, a dû être délocalisé, et j'y reviendrai. Quelle était la situation de la ville de Réunion-sur-Mer, de cet établissement, en 2012, 2013, 2014 on y a tous participé. Parce qu'on est tous attachés à Bagnols, à l'économie et à ce centre Réunion-Marin, qui, outre le poids économique qu'il représente, il y a aussi un aspect humain, puisque de nombreux Bagnolins y ont travaillé, de nombreux Bagnolins y ont fait famille et se sont mariés avec des personnels, et il y a toujours eu une attention bienveillante des personnels par rapport aux personnes qui ont soigné. Il y a toujours eu un attachement très très sentimental, très fort des personnels qui ont été admirables et de la ville à cet établissement, qui a représenté beaucoup pour la ville de Réunion. Et quelle était notre tristesse et notre désarroi quand en 2014, quand on s'est installé dans ce conseil municipal, l'établissement devait partir en totalité. Et je le dis bien en totalité, puisque le transfert des lits de rééducation était acté par un décret ministériel, j'en ai parlé, sur l'hôpital de Perpignan, mais la masse devait partir aussi. On parlait de l'installer soit à Pierrefitte, soit à la Mauresque. Ça, c'était la situation. L'autre situation qui était très compliquée à Réunion-sur-Mer, c'était la situation de la maison de retraite. C'est toujours la situation de la maison de retraite Paul Rech, établissement 87 lits, et aussi où le personnel, et je peux en témoigner puisque ma mère malheureusement y est décédée, mais il y a séjourné, personnel très compétent, très attentif par rapport aux malades, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, établissement vieillissant, on peut dire vétuste, en tout cas un peu vétuste, avec 2 malades, 3 malades par chambre, qui fait que cet établissement devait faire des travaux importants, devait se reconvertir, devait franchir le pas de la modernité pour assurer aux patients, et les patients, je rappelle, ce sont des Bagnolais, aux patients un confort qu'ils étaient en droit d'espérer à l'époque où l'on vit. Malheureusement, l'établissement étant construit sur une zone rouge, les travaux n'ont pas pu être faits sur place, ne pouvaient pas être faits sur place, et aucune solution n'apparaissait. Donc en 2013-2014, nous avons entamé des négociations avec l'USA, avec le directeur de l'époque, M. Rodriguez, avec M. Bissopi, de manière à savoir de faire un point sur la situation et comment on pouvait faire pour pouvoir trouver une solution. La proposition qui a été faite a été de dire
vous avez besoin de reconstruire cet établissement, on est prêt à vous offrir les terrains. On mettra une condition, entre guillemets, mais pas une condition. On souhaite que vous gardiez la maison d'accueil spécialisée sur le site de Bagnols-sur-Mer et les emplois qu'il y a avec. On souhaite installer sur ce site la maison de retraite Paul-Rech, qui a besoin de se relocaliser, qui a besoin de se reconstruire pour pouvoir continuer à assurer sa pérennité. Et le directeur de l'époque m'a dit qu'il faudrait qu'on envisage de mettre aussi la maison de retraite Vincent Azéma, qui à terme sera isolée, aura du mal à résister au prix de journée et dont les installations ne sont pas vieillottes, non, elles sont neuves, mais ont du mal à correspondre avec les patients qui arrivent maintenant, parce qu'on le sait tous, les personnes qui arrivent à la maison de retraite sont de plus en plus dépendantes, et cet établissement a été construit il y a 30 ans en arrière, où la dépendance était moins importante que maintenant. C'est le deal, entre guillemets, c'est l'accord que nous avons passé, et nous y avons travaillé. Et nous avons travaillé à travers les interventions, à l'époque, puisque le centre de Pierrefitte Bouffard-Vercelli était sur la sellette, à travers, et je le dis, à travers les accords qui ont été passés autour de Pierrefitte, à travers l'intervention de Ségolène Neuville, alors secrétaire d'État, qui a été superbe, admirable, qui a permis de débloquer la situation. On savait tous qu'on ne pouvait pas résister au départ d'Ali. Elle a trouvé des solutions pour qu'on puisse maintenir de l'emploi et des reconversions sur Pierrefitte. En même temps, nous avons proposé ce plan et il a été dans le package, entre guillemets, dans la solution qui a été proposée. Des réunions ont eu lieu à l'ARS, on a parlé tout à l'heure avec quelques souvenirs et je n'oublierai pas de remercier aussi Pierre Agagas qui m'a accompagné à l'ARS justement pour défendre le centre marin de Bagnols-sur-Mer pour qu'on puisse reconstruire le centre marin de Bagnols-sur-Mer, chose qui paraissait impossible pour tout un tas de contextes. On a réussi, on a été opiniâtre, on s'est battu, on s'est entendu, mais il y a eu aussi une volonté commune de l'État. Et dans ces remerciements, je n'oublierai pas Madame la préfète de l'époque, Josiane Chevalier, qui a beaucoup ouvré pour qu'on puisse aboutir, et le préfet, M. Vigne, actuellement en poste, qui aussi est intervenu à de nombreuses reprises. Et puis je ne peux pas ne pas citer M. le sous-préfet, que j'ai sollicité de nombreuses reprises pour faire des tours de table, pour qu'il ait une position, non pas d'arbitre, mais de facilitateur, parce que nous avions des discussions à avoir avec les services de l'État. Je n'oublierai pas dans mes remerciements M. Ayers, qui est le directeur de la DTM, qui a été une personne très, très, très aidante et très facilitatrice par rapport à ce projet. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de dire on offre les terrains, on donne les terrains, je ne vais pas discuter, on donne les terrains qui appartiennent à la commune, dont la commune continue à payer un emprunt dessus. On donne les terrains à l'association ASCB, c'est ça, pour qu'ils construisent, pour qu'ils reconstruisent la masse, qui elle aussi a besoin d'être reconstruite, parce que les malades, les patients sont en mal de solution là-dessus, qui construisent la maison de retraite Vincent Azéma et qu'on y reconstruise la maison de retraite Paul-Rech. Ils rentreront dans le détail, ils expliqueront tout ça. Il y a eu des difficultés parce que accord public-privé, statut des personnels, une commune qui est dans la boucle, etc., etc., il y a eu des difficultés. La difficulté qui a été la nôtre, ça a été à un moment de rendre constructible la partie de terrain basse qui est classée, où sont construits les bâtiments actuellement, et qui est classée zone rouge, zone bleue, accessible à la construction, ce qui permet de faire des économies par rapport au prix de la construction, et c'est important, vous le verrez après, mais aussi de rationaliser et d'avoir un meilleur fonctionnement de l'établissement quand les patients sont là. Parce que si l'enjeu est économique, l'enjeu est aussi humain, social, par rapport aux patients. On doit à nos aînés, et je rappelle que les maisons de retraite reçoivent pas que des gens de Bagnols, mais en majorité des gens de Bagnols-sur-Mer, on doit aussi à nos aînés, à nos parents, le droit de prendre leur retraite dans un établissement qui correspond à ce qu'on peut attendre maintenant, avec du confort, avec de la sécurité sanitaire, avec tous les soins qui sont dus à leur personne. Donc c'était important qu'on puisse faire ça. Il y a eu des difficultés parce que
peut-être quelques incompréhensions, mais à un moment, il a fallu qu'on sorte il a fallu construire un chenal pour rendre ces terrains construits dans un village. La construction du chenal a semblé poser des difficultés par rapport, philosophiquement, par rapport au prix de journée, en disant mais comment un prix de journée peut financer un chenal, etc., etc. Donc, avec monsieur le sous-préfet, avec les services de l'État, avec vous, nous avons décidé de prendre une voie un peu différente pour qu'on puisse réussir. Cette voie, ça a été de dire, on va, parce que la commune, dans cette opération, bien entendu qu'elle ne fait pas une opération financière, bien entendu qu'elle ne fait pas une opération immobilière. On a dit, on va vendre les terrains, puisque la commune doit prendre la maîtrise d'ouvrage du chenal et du pont, on va vendre les terrains du prix du chenal et du pont, de manière à ce qu'on sorte du prix de journée de la construction d'un chenal, etc., et qu'on puisse faire cette réalisation. Il s'est avéré, dans les discussions que nous avons eues, que l'évaluation du prix du chenal, le calibrage du chenal, dépasse le prix qu'on avait estimé au départ, et elle s'est rajoutée, bien entendu, la construction de ce pont. Donc je le dis avant, on en reparlera après. Cette opération aura un coût pour la commune de Noyers-sur-Mer, qui va être 400, 500, 600 000 euros. C'est encore difficile à quantifier maintenant, mais aura un coût pour la commune de Noyers-sur-Mer. Et ce coût, moi je le dis ouvertement, je l'assume. Je l'assume parce que je suis fier de cet accord et je suis fier de proposer à un moment qu'on investisse pour maintenir sur la ville de Noyers-sur-Mer 160, 180 équivalents, 160 équivalents temps plein, 180 emplois entre les militants et les personnes qui ne travaillent pas temps plein. Ça c'est important. Parce que toutes les villes qui sont autour de nous et plus loin, qui n'ont pas su, il y en a qui n'ont pas pu, mais il y en a qui n'ont pas su anticiper le départ des emplois de leur ville, ont vu leur ville régresser au détriment de tout le monde. Perte de services publics, des écoles et désertification des centres urbains et des villes qui se transformaient en dortoirs ou en villes que de vacances avec que des résidences secondaires. Donc il est important pour nous de garder un tissu économique à Bagnols-sur-Mer et de garder nos emplois à Bagnols-sur-Mer. On a un équilibre qui est fragile, on a 50% de résidences principales, 50% de résidences secondaires. Il faut absolument qu'on conserve cet équilibre. Le centre héliomarin, le projet du centre héliomarin concerne tout le monde. C'est l'affaire de tous. Ce qui est bon pour la commune, ce qui est bon pour l'emploi, est bon pour la totalité des emplois de la Notion. On ne pouvait pas, c'est pour ça que je dis que ce conseil municipal est historique, on ne pouvait pas ne pas faire cet effort. Pourquoi on a fait cet effort? Parce qu'à un moment, on se trouve avec un bâtiment, un terrain qui est compliqué, parce que autant le terrain est magnifique, extraordinaire, et permettra certainement d'avoir un joyau pour l'USAP, un établissement phare pour l'USAP, pour la ville aussi, parce qu'on va avoir un établissement neuf, il va être absolument rasé, avec une construction moderne, mais qui s'intègre bien dans les paysages. Donc c'est important pour Bagnols-sur-Mer, mais on ne pouvait pas laisser passer cette opportunité de cette construction de sol. Et pourquoi on l'a fait? Parce que cet établissement, avec les contraintes du terrain, coûte plus cher qu'un établissement sur la terre. Donc, au moment où on a la contrainte, ils ont la contrainte du prix de journée, je pense qu'ils vont en parler, qui va être un peu plus cher, qui ne va pas être non plus un prix de journée démesuré, mais qui va être un prix de journée dans la moyenne haute, pas le plus cher, mais dans la moyenne haute du département, et qu'à un moment, on ne peut pas aller au-delà, parce qu'à quoi servirait de construire une maison de retraite qui est vide? Donc, à un moment, on a la barrière, entre guillemets, le plafond du prix de journée, qui nous impose de ne pas dépasser certaines sommes par rapport à la construction. Et il fallait bien à un moment que la commune participe, non pas au prix de journée, mais participe à travers la construction du chenal, à travers le pont, de fait de rendre ce projet faisable. Si la commune n'était pas intervenue, ce projet ne se serait pas fait. Parce qu'à un moment, financièrement, on ne passait pas.
Voilà, en préambule, ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça. C'est un accord, je le redis, moi je considère que c'est certainement une des séances du conseil municipal la plus importante du mandat. C'est un accord qui va nous permettre, c'est 35 millions d'euros d'investissement qui vont être faits. Ça veut dire que quand on met 35 millions d'euros d'investissement dans l'établissement, on pérennise l'emploi pour de longues années à Bayonne-sur-Mer. Et nous, il était important que nous aussi, on prenne notre part et qu'on réponde présent à cet accord. Voilà, j'ai fait le préambule, je vais passer la parole à Monsieur le Président et à Madame la Directrice. Merci, bonjour à tous et merci de nous accueillir au sein de notre Assemblée, du Conseil municipal. Nous sommes là ce soir pour engager certainement une collaboration qui sera fructueuse et longue, la plus longue possible, j'espère. Fructueuse pour Banyuls, pour les Banyulenques et de façon plus large pour toute la population qui est éloignée dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de nous. Je reprendrai rapidement l'historique, le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. En 2009-2010, nous nous sommes regroupés à 4 associations, 2 associations issues du département de l'Aude, l'ASM et l'AID-Evans, et 2 associations des Pyrénées-Orientales, la SCV et la BAS, pour nous conforter, pour être plus performants, plus combatifs, je dirais, sur le marché de la santé et du médico-social, entre guillemets, bien que nous soyons à but non lucratif. Il faut quand même vivre et il faut être, c'est un secteur qui est très concurrencé et donc il faut être pour se maintenir à la pointe du combat. Donc nous nous sommes regroupés en 2010, nous avons analysé la position de chacun des établissements et nous nous sommes rendus compte, notamment pour les établissements des Pyrénées-Orientales, qu'il y avait une restructuration, une réorganisation indispensable si l'on voulait qu'il y ait pérennisation du service. Cette transformation, nous l'avons déjà faite dans l'Aude dans les 15-20 années précédentes. Nous avons tout restructuré, tous nos établissements ont été refaits à neuf et nous avons aujourd'hui un instrument de travail performant. Donc nous avons engagé cette réflexion avec la SCV et la BAS dès 2010. Et il s'est avéré que concernant le site de Banyuls, le site du CHM, il était impératif de trouver une solution, les bâtiments actuels ne répondant plus aux besoins. Nous ne pouvions pas, à cette époque-là, investir sur ces bâtiments-là puisqu'ils ne nous appartenaient pas. Nous avions, et nous avons toujours, un contrat précaire, c'est un bail qui va s'arrêter dans quelques années, et donc il était hors de question de construire. Nous n'aurions pas eu, d'ailleurs, si on en avait eu vraiment l'intention, nous n'aurions pas eu l'autorisation du propriétaire qui venait d'être la commune de Banyuls. On s'en est ouvert au maire de Banyuls à ce moment-là, et la réponse a été, bien, il faut quitter Banyuls, il faut partir de Banyuls. Et la décision qui était prise en 2011-2012, c'était de transférer le CHM, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, une hypothèse était de le rapatrier sur Cerbère, d'autres hypothèses étaient aussi envisagées pour se rapprocher de Perpignan. La municipalité a changé, vous avez été élu, et je dirais que les relations ont été différentes et la problématique a été posée de telle façon que le CHM reste sur le site de Banyuls. Nous étions tout à fait ouverts, tout à fait partants. Il n'y a pas d'intention de notre part de vider l'économie du secteur, bien au contraire. Dans notre conseil d'administration, dans le conseil d'administration de la SCV et dans celui de l'USAP, il y a des Banyulenques. Il y a une majorité de gens habitants dans le secteur ici, et donc tout le monde a applaudi à cette hypothèse-là, et nous sommes partis vers cette hypothèse-là. Alors heureusement, nous avons constitué, je dirais, un flux allant vers le même but,
avec Monsieur le maire, avec les services que vous avez énumérés tout à l'heure, nous nous sommes retrouvés en communion pour travailler un projet qui est un projet excessivement délicat et difficile, tant sur le plan juridique que sur le plan organisationnel. Madame Bonetto vous en donnera quelques éléments tout à l'heure. Nous avons eu comme problématique le problème de la quadrature du cercle. Il a fallu nous associons, nous rapprochons des gens qui, historiquement, n'ont jamais été rapprochés. Et donc nous avons bâti, avec le concours de tout le monde et l'aide de tout le monde, nous avons bâti ce projet que nous pouvons vous présenter aujourd'hui, qui est certainement unique en France et que nous voulons réussir à tout prix. Nous comptons sur votre concours, bien évidemment. Pour le réussir, c'est de la volonté de tous que la réussite viendra. Donc je laisse la parole à Mme Bonetto qui va vous présenter le projet sur un plan technique. Voilà, je suis très heureuse parmi vous ce soir pour vous présenter le projet de création du pôle médico-social de Baïnous, qui est en effet le fruit d'un travail de plusieurs mois, voire de quelques années, de l'ensemble des partenaires autour d'une réelle volonté commune de parvenir en effet élaborer ce projet qui, je pense, est assez exemplaire en ce sens que dès le départ, donc, il y a une volonté partagée à la fois de répondre aux besoins des usagers en proposant donc, des locaux et des organisations qui répondent à ce que l'on peut attendre aujourd'hui d'un établissement médico-social qui accueille des personnes handicapées ou des personnes âgées. Ce projet répond aussi à un souhait partagé de maintenir de l'emploi sur la Côte d'Hermeil et de participer justement vis-à-vis de nos salariés respectifs à leur permettre de rester avec leur famille et de continuer à exercer leur profession sur site et bien entendu de ce fait de participer à l'économie locale puisque comme le souligne en effet Monsieur le maire, quand il y a de l'emploi, les familles restent, les aînés restent aussi et je pense qu'au final tout le monde y trouve son compte. Donc ce projet, nous allons vous présenter ces différents axes, ces différentes étapes. Je vous propose peut-être de vous présenter l'économie générale et peut-être en fin de présentation du PowerPoint, nous procédons à des questions que vous souhaiterez aborder. Donc avant de rentrer dans le détail du sujet, peut-être un petit zoom sur qui nous sommes l'USAP et est-ce que nous avons la capacité à porter ce type de projet. Donc comme le soulignait notre président à l'instant, l'USAP aujourd'hui, sur le plan de sa puissance économique, on va dire pour parler un petit peu chiffres, nous représentons donc sur la région Occitanie et notamment sur les deux départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales 1600 équivalents temps plein, donc c'est à peu près 1800 salariés qui travaillent au sein de nos 4 associations. Donc 2 associations des Pyrénées-Orientales, l'association Prendre soin en Côte d'Hermeil que vous connaissez, donc qui est installée aujourd'hui sur le centre Bouffard Bercely à Cerbère, également donc sur le centre Elio-Marin, mais aussi à Arles-sur-Tech et à Argelès. Et puis la basse, tout le monde connaît, je pense, au niveau de Baïnous, la résidence de Azema, donc qui est portée par l'association en face. Et puis 2 autres associations dans l'Aude, donc une grosse association qui est l'ASM, association on va dire historique, qui est avec la SCD à la création de l'USAP, qui nous regroupe aujourd'hui, donc 1000 salariés et 63 millions d'euros de budget. Et puis une plus petite association, AID11, qui elle est sur le champ de l'addictologie et dans l'Aude. Donc au global aujourd'hui l'USAP, c'est 1800 salariés en global sur le département et c'est à peu près 100 millions d'euros de budget. Donc en matière de compétences et de poids économique, nous avons à la fois les compétences internes mais à la fois la capacité financière, si vous voulez, pour porter ce type de projet, au même titre que nous portons déjà le projet donc, de reconstruction du SSR
sur l'hôpital de Perpignan, tel que les uns et les autres êtes certainement informés. Donc voilà, ça c'était juste un petit zoom sur qui nous sommes, puisque nous ne nous sommes pour ma part jamais rencontrés pour la plupart d'entre vous, et ça me paraissait important de vous rappeler ce qu'est l'USAP. En ce qui concerne le projet, donc le projet, le but est de regrouper donc dans l'anse du centre héliomarin, donc que nous connaissons parfaitement tous, et qui est un site absolument magnifique. Donc 3 établissements qui sont aujourd'hui déjà implantés sur la commune. Le premier établissement, c'est la Masse Solimar. La Masse Solimar, elle est déjà implantée donc, sur ce site, puisque vous savez que sur le centre héliomarin aujourd'hui, nous avons 50 lits de SSR et nous avons donc la Masse Solimar qui accueille donc des personnes handicapées. C'est une maison d'accueil spécialisée qui accueille des personnes présentant un polyhandicap, donc des personnes qui sont là au long cours, dans le cadre d'un séjour médico-social. La plupart des résidents du reste sont issus du département, à peu près 81%, et pour un certain nombre issus donc, des communes périphériques à Banyuls, soit de Banyuls, soit périphériques à Banyuls. Notre capacité d'accueil aujourd'hui sur la masse est de 59 places, donc 58 lits d'internat, on va dire, ce que l'on appelle communément hospitalisation à temps plein, et une place d'accueil de jour, dans des locaux néanmoins aujourd'hui qui sont un peu plus vétustes et qui aujourd'hui ne correspondent absolument pas aux attentes que l'on peut avoir quand l'on accueille correctement des personnes lourdement handicapées. Donc il y a une urgence sur cet établissement-là à reconstruire cet établissement, car même si le personnel fait tout son possible pour maintenir les locaux et la prise en charge à un niveau de qualité attendu, néanmoins les locaux aujourd'hui ne correspondent plus du tout aux normes et j'ai envie de dire il est temps en effet de reconstruire ce bâtiment. Le deuxième établissement donc, qui nous rejoindra sur le pôle médico-social concerne donc la résidence Vincent Azéma, donc l'EHPAD Vincent Azéma, qui elle aussi est déjà implantée sur la commune, qui est un établissement qui donc à l'époque était un ancien foyer logement, qui est dans des locaux aujourd'hui en étage, et il est vrai qu'aujourd'hui, alors que hier nous accueillions des personnes âgées relevant plutôt du 3e âge, avec quand même encore une certaine autonomie, et ne justifiant pas forcément des locaux plus adaptés qu'ils ne le sont aujourd'hui, nous savons les uns et les autres qu'aujourd'hui, les personnes qui arrivent en EHPAD sont plutôt des personnes très âgées, relevant plutôt du 4e âge et qui nécessitent des locaux plus fonctionnels qui ne peuvent l'être aujourd'hui dans le bâtiment qui était certainement très bien à l'époque, mais bon, comme tout bâtiment qui a continué à vieillir et pour lequel il y a nécessité d'entrevoir là aussi une reconstruction. Sur l'EHPAD Vincent Azéma, la moitié donc, des résidents qui sont accueillis sont de Banyuls. Ce sont des Banyulins, donc ce sont bien les aînés dont parlait Monsieur le maire à l'instant, qui sont implantés sur la commune et qui vraisemblablement ont aussi leurs proches à proximité et pour lesquels nous nous devons d'apporter en effet des réponses leur permettant au travers de leur grand âge d'être accueillis dans des conditions satisfaisantes. L'autre moitié donc des résidents qui sont accueillis sont également des Pyrénées-Orientales, donc des communes un petit peu plus éloignées. L'EHPAD Vincent Azéma aujourd'hui dispose d'une capacité donc, de 59 places et depuis peu nous avons également ouvert un pôle d'activité adapté pour accueillir des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, donc qui permet d'avoir des prises en charge plus spécifiques, mieux adaptées aux besoins des personnes qui, bien entendu, se retrouveront dans le cadre du futur pôle médico-social. Et puis, bien entendu, nous pouvions envisager la construction du pôle médico-social sans également l'arrivée donc, sur le même site de l'EHPAD Paul Reitsch, donc de l'EHPAD public, dont Max Collega va nous faire quelques présentations.
établissement que beaucoup d'entre vous connaissent, qui accueille 85 personnes âgées, 84 permanents, une place d'accueil temporaire. La plupart sont de Banyuls, 57%, sur les zones. La Côte-Vermeille, 38%, 1% de part. C'est un établissement public autonome et donc qui est propriétaire de son site immobilier actuel, qui est complètement vétuste, puisqu'il y a des chambres à 3 lits, et donc on est vraiment dans une maltraitance institutionnelle de cet établissement. Et de surcroît, qui ne peut pas se rénover sur place, puisque nous sommes en zone rouge et inondable. Voilà. Donc je suis ravi qu'on puisse se rassembler autour du CHM dans le cadre d'un coopération dont nous parlerons ultérieurement. Merci. Voilà, donc au final... C'est un établissement qui aurait fermé. Paul Reitch était condamné à court terme à fermer. C'est-à-dire que les 57% de Bagnolais qui étaient à Paul Reitch, on les aurait mis dans une maison de retraite, à Argelès, ou à Aisne, où là on aurait pu les accueillir. Paul Reitch était condamné à la fermeture si nous n'avions pas, n'étions pas porteurs de projet. Je le dis très, très solennellement. À moins qu'il ait été construit ailleurs. Oui, mais s'il n'y avait pas de solution, il était fermé. S'il n'y avait pas de solution, et ailleurs c'était compliqué, parce qu'on n'a pas de terrain qui correspondait pour... Donc du coup, une étude qui est à mairie prévoyait que cette maison Vincent Zema, Paul Reitch, pardon, et même Vincent Zema, aurait pu être construite face au JCV, là où il y a actuellement ces constructions. Cette étude qui était posée à la mairie depuis longtemps avait annoncé et conclu que c'était parfaitement faisable. Mais bon, le fait que ce soit regroupé ici est une excellente nouvelle. Donc, de ce fait, sur ce site seront au final construits des 144 lits d'EHPAD, puisque les deux capacités confondues représentent 144 lits, et également donc, les 59 places de masse, ce qui nous fera un pôle médico-social d'un peu plus de 200 lits et places donc, sur le site, accueillant comme aujourd'hui, donc à la fois au titre de la masse des personnes polyhandicapées et au titre des EHPAD des personnes âgées. Ce projet, un des atouts du projet, c'est justement, comme vous le soulignez, monsieur, de trouver de la synergie là où il est possible d'en trouver, puisque en reconstruisant, bien entendu, ces trois établissements sur le même site, nous allons nous inscrire dans un projet efficient, puisque notamment toutes les fonctions logistiques, notamment, vont pouvoir être mutualisées. La restauration sera mutualisée, le chauffage sera mutualisé, la maintenance des bâtiments également, la blanchisserie, les contrats d'assurance, etc., etc. Et donc, bien entendu, en termes d'exploitation, ce n'est pas la même chose d'exploiter 3 structures sur un site unique que de les exploiter, on l'imagine bien, sur 3 sites différents. Donc là, ça permet en effet d'être beaucoup plus efficient sur ces fonctions-là, et ça permettra également d'avoir des partages de compétences entre les structures, puisque nous avons des équipes respectives qui prodiguent aujourd'hui une prestation de qualité, et pour lesquelles aujourd'hui nous aurons d'autant plus de synergie de compétences, que ce soit sur les équipes de soins, sur les équipes hôtelières, mais aussi sur les équipes médicales, puisque ne perdons pas de vue non plus que la denrée médicale aujourd'hui est rare, se fait rare, et que avoir une présence médicale organisée sur un site, c'est aussi beaucoup plus aisé que de l'avoir répartie sur plusieurs lieux. Donc ça, c'est aussi une donnée qu'il faut avoir en tête. Nous pourrions peut-être passer, madame, à la diapo suivante. Donc le schéma d'implantation très générique qui vous est présenté là, donc, donne l'économie générale du projet. Madame Requena interviendra donc, sur les questions techniques, Madame Requena étant notre responsable du patrimoine et des travaux, donc architecte, et pourra vous apporter en effet des compléments que vous souhaitez. Donc l'idée sur ce projet qui vous a déjà, je crois, été présenté par mon prédécesseur il y a quelques mois,
c'est, comme vous le voyez, de construire donc, en orange marron, les locaux communs, donc les fonctions logistiques. La partie bleue correspond plutôt aux bâtiments qui accueilleront la maison d'accueil spécialisée et donc les EHPAD sur le devant, donc côté mer. Nous allons voir sur une diapositive suivante, nous allons, bon, ça c'est la vue d'ensemble, hein, donc en effet c'est un projet qui est assez séduisant. Là sur la partie plutôt technique, et Madame Requena nous complétera, vous voyez que le tracé rouge, hein, on le devine, mais normalement vous l'avez dans vos pochettes, c'est l'emprise foncière globale du projet. Voilà, telle que Madame la détourne, qui en fait comprend 2 parcelles. Une parcelle à l'arrière, nous y reviendrons sur une autre diapositive tout à l'heure, qui elle est déjà aujourd'hui constructible, et par contre la parcelle qui est plutôt sur l'avant, qui elle ne l'est pas et qui appelle donc à être reclassée, puisqu'aujourd'hui nous sommes en zone rouge pour une large partie de cette parcelle, qui appelle à être reclassée en zone blanche. Et pour cela, il y a nécessité donc, de la construction d'un chenal qui va permettre justement de maîtriser les eaux potentielles et de rendre constructible donc, le lot numéro 2. Ce chenal, donc, alors peut-être voilà, partir sur la consommation du temps. Donc l'idée c'est d'ici la fin du premier semestre 2018, que nous puissions donc acquérir la première parcelle que nous avons, je pense, Madame, sur la slide suivante, en page 15. Nous pourrions aller en page 15, si ça vous en pas. Voilà. Vous voyez là sur le document qui vous est présenté, sur la gauche, détouré en jaune, voilà, nous avons le lot A. Donc ce lot ce premier lot donc, est déjà constructible. Donc nous pourrions imaginer d'acquérir cette première parcelle telle que c'est décrit dans la Convention d'engagement réciproque pour la fin du premier semestre 2018. De commencer donc à partir de là les travaux, donc nous acheminant vers la reconstruction de la masse, puisque autant ne pas perdre le temps et engager les démarches qu'il est possible de le faire. Ensuite, la commune, donc, et ça, Monsieur le maire nous le reprécisera, entreprendra donc les études, bien sûr, afférentes, mais surtout la construction du chenal et la construction du pont, donc, côté mer, qui donc rendront constructible la deuxième parcelle, vous voyez, détourée en bleu, pour y construire ensuite les deux EHPAD, une fois que les zones auront été reclassées. Donc le chenal et puis le pont côté mer, ainsi que la voirie du bord de mer qui aujourd'hui dessert la plage et puis les vignes, bien sûr, resteront dans le domaine public, et les ouvrages publics que sont le chenal, le pont construits sur le domaine public seront donc réalisés par la commune. Et c'est ce qui fait l'objet justement de la description des différentes étapes et du qui fait quoi dans la convention d'engagement réciproque qui vous est proposée. En termes de calendrier, qu'est-ce que ça donne, Madame Requena? Quelques grandes masses du calendrier. En termes de calendrier, donc 3. Donc, comme je l'ai indiqué, donc il va y avoir 3 phases dans le projet. Donc, premièrement, l'organisation de la masse. Donc, cette phase on va de 2018 à 2022. Donc, cette première phase, c'est d'abord la concession de la parcelle A. Donc, la cession de cette première parcelle, et ensuite donc, les travaux de démarrage de construction des bâtiments existants, pour ensuite reconstruire la masse sur cette parcelle-là. À l'issue de cette première phase, la phase numéro 2, c'est-à-dire la réalisation du chenal et du pont côté mer, qui vont permettre donc de déclasser
remplacer donc la parcelle B. Et donc là, ensuite, une fois ces travaux achevés, la phase numéro 3, donc la réalisation des EHPAD en 2023 au plus tard pour le démarrage des travaux. Voilà. Voilà, donc là, c'est vraiment l'économie générale. Hein. Ensuite, bien sûr, nous avons des programmes et des plannings qui sont plus détaillés. Il y a quelques incertitudes par rapport au planning définitif, liées notamment à l'étude environnementale que nous aurons, bien entendu, qui est complètement inscrite dans le projet, et qui, en fonction, en effet, de ce qui est identifié au niveau de la faune et de la flore, impactera et allongera plus ou moins le projet, puisque selon que nous serons dans une étude environnementale au cas par cas ou dans une étude environnementale globale, le décalage est d'à peu près 12 mois, puisqu'il y a des phases d'observation réglementaires à respecter, et bien entendu, ceci est complètement intégré au projet, et du reste, les services de l'environnement, les services de l'État, les services de la commune, ainsi que l'AMO et puis la maîtrise d'œuvre, travaillent déjà ensemble sur cette question, de façon à ce que nous puissions préparer les dossiers le plus en amont possible et compacter au maximum le calendrier, de manière à ne pas nous retrouver à perdre du temps là où ce n'est pas nécessaire. Donc, en quelque sorte, nous devrions pouvoir démarrer les travaux de la masse, si tout se passe tel qu'on a pu l'imaginer, donc en mai-juin 2019, pour à peu près 18-20 mois donc, de réalisation, ce qui nous amène ensuite au niveau de la réception des EHPAD, dans le meilleur des cas, fin 2023, début 2024, dans le pire des cas, fin 2024, début 2025. Voilà. Donc le calendrier qui vous est présenté là, et le calendrier au plus tard, de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises. Bien entendu, si les choses doivent être compactées, nous avons tous intérêt à ce que le projet sorte de terre le plus rapidement possible, bien entendu, sachant que bien sûr notre préoccupation majeure, c'est la prise en charge des personnes. Alors j'ai fait peut-être quelques allers-retours et je vous ai un petit peu perdu dans le document. On va essayer de s'y retrouver. Ce projet donc, de création du pôle médico-social, Monsieur le maire le précisait, Monsieur le Président également, il a comme particularité de regrouper donc, sur le même site 3 opérateurs différents, 2 opérateurs qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui sont des établissements associatifs, hein, en l'occurrence la MAS qui relève de la SCV et puis la BAS, la résidence Vincent Azéma, et puis un opérateur public, en l'occurrence l'EHPAD Paul Rech. Donc il nous faut pour cela que nous nous inscrivions dans un outil de coopération spécifique. Cet outil de coopération, c'est un GCS-MS. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce gros mot? Un GCS-MS, c'est un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui est justement prévu pour ce type d'opération et qui permet d'être un outil de partenariat avec des partenaires de statuts différents. À titre d'illustration, nous avons exactement le même type de montage, un GCS, avec le projet que nous avons aujourd'hui sur Perpignan, où nous reconstruisons en partenariat avec l'hôpital de Perpignan nos lits de SSR, des lits de médecine, de SSR gériatrique, etc. de l'hôpital. À la seule différence près que sur Perpignan, c'est un GCS, un groupement de coopération sanitaire, parce que les activités qui sont accueillies dans le cadre de ce projet sont des activités sanitaires, de médecine, de soins de suite et de réadaptation notamment. Et là, nous sommes dans le champ médico-social, avec des structures de type PINS et des structures de type EHPAD. Et donc l'outil de partenariat, l'outil juridique, c'est donc un GCS-MS. Donc cet outil de partenariat, nous sommes en train d'y travailler. C'est un GCS-MS de droit privé, donc qui a sa propre personnalité morale, qui pour autant ne se substitue pas aux opérateurs et aux associations. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la SCD et la BAS
ainsi que Paul Retsch, gardent leurs organes de gouvernance, c'est-à-dire gardent leur conseil d'administration et pour les bacs publics son conseil de surveillance. Donc il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Les conseils d'administration demeurent et continueront à se réunir tel que le prévoit la réglementation et gardent la gouvernance de chacune des associations. Le personnel reste salarié de son employeur actuel, donc les salariés de Paul Retsch restent des fonctionnaires de statut public, les salariés de la SCV comme de la BAS restent des salariés de droit privé relevant de la convention collective de la FEA, leur employeur demeure la BAS, leur employeur demeure la SCV pour chacune des associations concernées. Les assemblées générales de chacune des associations demeurent également, donc il n'y a pas d'impact, si vous voulez, sur ni le maintien des associations, ni le maintien des organes de gouvernance, ni le maintien des statuts du personnel. L'outil de GCSMS n'est qu'un outil de coopération nous permettant de gérer de manière unifiée le pôle médico-social. Alors, à titre d'illustration, par exemple, sur l'ASM, nous sommes déjà intégrés dans 5 GCS ou GCSMS. Donc, nous avons en effet la pratique de ce type de coopération qui, aujourd'hui, du reste, est largement incitée par l'ARS et le département, du reste, puisque ce sont aujourd'hui, c'est le seul outil de coopération publique-privée qui existe et qui permet de faire fonctionner en commun des structures alors même qu'elles sont de nature juridique différente. Vision à l'instant, donc la commune est engagée donc, notamment par les 3 points suivants, donc la réalisation des études de bornage et les découpes parcellaires en vue de céder donc, la parcelle A et la parcelle B. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est largement avancé, monsieur le maire, et pour lequel nous devrions avoir le document d'arpentage incessamment. Ensuite, il s'agira donc de la cession des 2 lots tels que je viens de le présenter donc, au bénéfice de la SCV. Et vous avez dû du reste voir dans la convention de coopération les 2 étapes ainsi que les surfaces et les coûts. Et puis donc la commune sera engagée par la réalisation donc, du chenal et du pont côté mer tel que nous venons de l'évoquer. Voilà, donc là nous retrouvons le schéma de tout à l'heure. Peut-être un mot, Madame Bretina, sur le chenal. Là, le plan que nous avons sous les yeux, donc c'est la parcelle A614 qui est divisée en 2 principalement. Donc le LOA, donc la partie constructive hors zone inondable, et ensuite il y a le LOB, côté mer et côté départemental. Donc le LOB qui intégrera donc la partie chenal, c'est la partie que l'on voit en bleu en bas le long de la départementale qui sera dévolue donc au chenal. Et ensuite la partie haute, la partie nord du LOB sera dévolue donc pour les EHPAD. Voilà. Peut-être un mot sur le chenal. Donc le chenal. Donc effectivement le chenal, c'est effectivement un ouvrage d'art qui est important par sa largeur, sa profondeur. C'était l'autre plan. C'est le plan suivant. Juste un petit peu avant. Encore. Voilà. Donc là sur ce plan-là, on voit bien donc le chenal, l'emprise du chenal sur le site, et au-delà, donc sur la partie gauche, l'entonnement. Donc c'est-à-dire que l'objet de ce chenal, c'est de récolter toutes les eaux de ruissellement des parcelles qui sont en amont pour les drainer donc vers la mer, intégrant éventuellement monter des eaux aussi à venir. Donc un gros travail sur ce chenal a été fait, entrepris notamment, comme le rappelait M. le maire, donc en collaboration avec la RTM et la RTM, pour optimiser au maximum sa largeur et sa profondeur, pour qu'on ait quand même un ouvrage qui soit respectueux donc, de toutes les réglementations rapportant de cette zone inondable, et en même temps qui impacte le moins possible le site. Un travail qui a été fait sur les berges, un travail qui a été
côté mer, le pont permet donc d'accéder et de franchir cet ouvrage-là. Et voilà, le pont permet de relier donc, le départemental au site des EHPAD et de la masse. La largeur, oui. Donc, je ne donne pas de chiffres, mais c'est vrai qu'au départ, c'était 20 mètres de large. Donc, on voit l'échelle, effectivement, en bleu. On voit juste un petit peu un trait bleu, c'est l'actuel ruisseau qui draine les eaux. Donc, on voit la différence d'échelle entre les deux. Donc, voilà. Et donc, après, une profondeur. Donc là, en effet, nous tenons à souligner vraiment le travail important qui a été fait avec les services de l'État, avec les services de la commune également, pour justement optimiser ce chenal et essayer de le réduire au maximum. Là, nous sommes arrivés en effet sur la taille validée, on va dire, par la DDTM notamment, puisque ce sont eux qui valident ce type d'ouvrage, notamment permettant d'absorber la fameuse crue centenale, voilà, qui est absolument nécessaire pour pouvoir accueillir des locaux à sommeil, notamment, même si quand on le voit de prime abord, on s'interroge un petit peu les uns et les autres sur la largeur, mais là toutes les études ont été faites, etc. Et la compression maximale a été obtenue, donc, puisque à l'origine, il me semble que le chenal faisait 1,90 m de haut, et nous sommes à 1,30 m aujourd'hui. L'embrochement a pu être également diminué, puisque finalement, en diminuant la hauteur, ça permettait de diminuer l'embrochement sur le sous-sol. Et puis, sa largeur a été réduite de 20 à 19 mètres. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez là le chenal tel qu'il sera demain conçu. Merci. La condition, bien entendu, c'est le transfert donc, des lieux d'exploitation respectifs, puisqu'ils ne sont pas sur ce lieu-là aujourd'hui, mais dans la mesure où nous sommes sur la commune et que nous ne sortons pas de la commune, il n'y aura aucun souci pour obtenir les autorisations de transfert, puisque pour certains c'est d'1 ou 2 km, pour les autres c'est un petit peu plus long, mais il n'y aura aucun souci pour cela. En ce qui concerne l'EHPAD Vincent Azéma, je pense que vous savez qu'aujourd'hui, l'EHPAD Vincent Azéma a une délégation de gestion depuis le CCAS, donc, puisque l'EHPAD Vincent Azéma gère pour le compte du CCAS, mais n'est pas titulaire de l'autorisation. Bien entendu, cette délégation de gestion, elle court de mémoire jusqu'à la fin 2020, me semble-t-il. Je ne sais pas si nous l'avons remarqué ici, voilà 2020. Et donc, bien entendu, la création du pôle médico-social et notamment la création du GCSMS implique que la BAS soit titulaire de l'autorisation qu'elle exploite aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas imaginer que dans ce projet, il y ait d'abord cet outil juridique de construit, alors même qu'un des membres n'a pas la titularité de son autorisation, donc il ne serait pas autorisé dans ce cas-là à fonctionner dans le cadre du GCSMS. Et de surcroît, on ne peut pas imaginer construire pour 35 millions d'euros le pôle médico-social, alors même que la BAS ne dispose pas de son autorisation. Donc bien entendu, un prérequis indispensable à la réalisation du projet, c'est le transfert d'autorisation du CCAS vers la BAS, qui devrait normalement être rendu possible, bien entendu, sous-tendu par la décision du conseil d'administration du CCAS, bien entendu, mais sur un plan réglementaire, les conditions requises pour ce type de transfert aujourd'hui existent, à savoir, pour un transfert d'autorisation, il faut qu'il y ait continuité d'exploitation. Donc là, la continuité d'exploitation n'est pas à démontrer, puisque c'est déjà la résidence Vincent Azéma qui exploite l'autorisation dans le cadre de sa délégation de gestion. Il faut qu'il y ait continuité des contrats de séjour pour les usagers. Les contrats de séjour aujourd'hui sont déjà réalisés par la résidence Vincent Azéma, donc on a une continuité là aussi de fait.
et qu'il n'y ait pas d'impact également au niveau du personnel. Et le personnel de la résidence Vincent Azéma est déjà aujourd'hui salarié de la BAS. Donc là aussi, il n'y a aucune rupture au niveau social. Donc bien entendu, la décision appartient à l'organe de gouvernance, là bien entendu du CCAS, mais en tout cas sur un plan réglementaire, les conditions existent déjà aujourd'hui. Donc ça, bien entendu, c'est un point qui est majeur dans la réalisation du projet. Le dernier transparent revient sur le calendrier. Nous vous l'avons déjà présenté, je n'y reviendrai pas, sauf bien entendu au travers des questions que vous souhaiterez aborder. Donc sur un plan économique, pour terminer, je viens de vous citer un chiffre. Donc en effet, le projet du pôle médico-social Bagnolingue représente un montant d'investissement proche de 35 millions d'euros pour la partie qui nous incombe, sans compter bien entendu la construction du chenal et du pont, tel que M. le maire l'évoquait à l'instant. Et permet de maintenir les effectifs des structures concernées. Donc nous avons l'habitude de raisonner en équivalent temps plein. Monsieur le maire raisonne plutôt en personne physique, ce que je comprends tout à fait. Donc ça représente à peu près 180 personnes physiques sur ce site-là, ce qui, à l'échelle en effet de la commune et du département, représente un volume d'emploi tout à fait conséquent. Voilà, donc la conclusion, je pense, parle d'elle-même. J'ai commencé de cette manière-là. Je crois que voilà, vraiment l'intérêt de ce projet que nous avons à cœur également de réussir, et je crois l'ensemble des partenaires autour de cette table, c'est vraiment d'arriver à tout conjuguer. La réponse aux besoins des usagers, ça va sans dire. Nous sommes des associations sociales, médico-sociales et sanitaires. Donc la prise en charge des personnes, je veux dire que c'est notre cœur de métier et c'est notre préoccupation de tous les jours. Donc bien sûr, en ce qui nous concerne, c'est notre priorité numéro 1. Mais aussi, comme je le disais à l'instant, maintenir de l'emploi local et pour nos salariés, bien entendu, c'est notre préoccupation. Et participer à l'économie locale, j'ai envie de dire que voilà, c'est la quadrature du cercle. Donc, merci de cette information. Est-ce que les personnes qui souhaitent intervenir sur tout ce qui vient d'être exposé? Je voudrais vous poser une question pratique sur le devenir des salariés qui vont être dans cette structure et qui arrivent de deux milieux différents, vous avez précisé, le secteur public, avec simplement une convention, et le secteur privé qui a également sa propre convention. Donc en matière de convention, il y a peut-être des inégalités de salaire, davantage à la nature, davantage du coût. Est-ce que on peut imaginer qu'il y aura des aides-soignantes, des infirmières avec des salaires différents? Et est-ce qu'on peut à ce moment-là envisager un lissage des salaires à profession égale? Je vais vous répondre parce que je travaille également à Port-Vendre où j'ai rendu public une installation possible dans notre sens. Et lorsque j'ai donc transformé cet établissement, je me suis rendu compte que les salaires, notamment du personnel soignant, étaient très voisins. Très voisins. Voilà. Donc ça ne posait aucune difficulté, ils étaient aux 35 heures, nous sommes aux 35 heures. Ce qui me paraît important sur ce type de construction et de nouveaux sites, c'est qu'il y a un pilotage relativement unifié pour harmoniser l'ensemble. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Comme nous l'évoquions tout à l'heure, les salariés restent salariés de leurs établissements d'origine. Donc les salariés de l'EHPAD Paul Retsch gardent un statut public, de fonctionnaire public.
d'agents de la fonction publique, pardon, et ceux du privé non lucratif que nous sommes gardent également leur statut et leur employeur. En ce qui concerne la BAS et la SCV, les deux associations adhèrent à la convention collective de la FEA et il n'y a aucune disparité salariale. Absolument aucune, puisque nous appliquons la même convention collective. En revanche, de manière à ce que les choses se déroulent aisément entre les équipes, et nous avons déjà une expérience de ce type dans l'Aude, puisque nous avons travaillé, nous continuons à travailler au niveau de la santé mentale avec des agents du centre hospitalier de Carcassonne mis à disposition au service. Donc nous avons dans les mêmes services des salariés de la fonction publique et nos propres salariés. Il y a une démarche d'accompagnement à mettre en œuvre, bien entendu, de façon à ce que les équipes commencent à se connaître, travaillent les organisations du futur projet ensemble, et puis commencent en effet à s'inscrire dans des projets communs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arriver du jour au lendemain en déballant les cartons et en ne s'étant pas encore ni connu, ni avoir construit quelques projets que ce soit. L'avantage, j'ai envie de dire, au niveau des EHPAD, puisque c'est surtout au niveau des EHPAD que la question va se poser, c'est que nous avons le temps de construire ce partenariat. Et donc, bien entendu, les équipes ont commencé à travailler les plans ensemble. Il y a déjà eu un comité de pilotage qui a travaillé sur la partie conceptuelle, on va dire. Donc là, ça a concerné un petit groupe de personnes, évidemment, parce qu'on ne peut pas être trop nombreux. Mais néanmoins, ça fait partie complètement du développement du projet. À titre d'illustration, par exemple, sur le projet perpignanais, donc avec la relocalisation des lits de SSR sur le site de Perpignan, nous avons mis en place maintenant depuis 2 ans et demi une cellule sociale d'accompagnement où il s'est agi d'accompagner en effet toutes les situations individuelles, etc. Donc là, voilà, il faudra que l'on pense également accompagnement social. Donc nous l'avons déjà intégré dans notre projet, mais qu'ensuite on le concrétise et on le monte avec les équipes respectives. C'est vrai que les représentants du personnel de la SCV comme de l'EHPAD Paul Rech que j'ai rencontré ce matin sont très inquiets. Parce que même s'ils sont plutôt enthousiastes par le projet, ils sont inquiets de savoir comment ça va se passer concrètement. Je veux dire, on me donnait par exemple l'exemple de la restauration, où apparemment on leur a annoncé qu'ils devraient faire 800 repas, parce qu'il y aurait une liaison froide qui va emmener les choses à Port-Vendre. Enfin, ils sont très inquiets, donc ça serait quand même assez intéressant de se rapprocher d'eux très vite pour pouvoir calmer un peu leurs inquiétudes, parce que c'est quand même la base aussi du projet. Tout à fait. Alors qu'il y ait des inquiétudes, ça... Excusez-moi, je voulais juste aussi poser une question. J'avais lu quelque part qu'il y avait aussi, que l'USAP avait eu une expérience de GCS LS à Castelnaudary, qui venait de se mettre en place. Et d'après ce que je lisais dans certains articles de presse, c'était un peu compliqué. Mais alors, est-ce que c'est trop récent pour avoir des bons résultats? C'est possible aussi. Alors, c'est un GCS, ce n'est pas un GCS-MS, puisque pour le coup, nous sommes dans le champ sanitaire. Écoutez, nous étions en assemblée générale hier soir, nous avons validé à l'unanimité le règlement intérieur, nous avons une convention constitutive et le projet est déjà réalisé et est en fonctionnement maintenant depuis 1 an et demi, puisque nous avons été les premiers à rentrer dans les locaux avec Hôpital de Jour et CMP Santé Mentale. Donc qu'ensuite il y ait décalage, oui, c'est tout à fait normal dans la vie d'un projet et dans un partenariat, hein, mais en tout cas les choses se passent, je peux le confirmer, de manière excessivement positive. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par rapport à l'inquiétude des salariés, je peux tout à fait les comprendre. Et du reste, nous faisons des points réguliers, et il y en a un donc de programmé au cours du premier trimestre 2018 pour refaire un point avec eux sur l'avancement du projet, et c'est tout à fait légitime, entendable, bien entendu. Simplement, en ce qui nous concerne, nous avions besoin d'avancer plus avant le projet, et c'est l'objet de notre rencontre ce soir, pour quand nous rencontrons les salariés, pouvoir avancer des choses certaines et ne pas créer du doute au doute. En tout cas, voilà, moi j'ai à cœur de travailler comme ça, de manière à ce qu'on puisse être rassurant et non pas l'inverse.
Voilà. Ensuite, l'accompagnement, comme je l'évoquais, il fait partie de la gestion de projet et ce sera mis en œuvre. Bon, ben, je vais Si je comprends continuer. bien, il n'y aura aucune modification des contrats des salariés dans aucun établissement. Les contrats restent tels qu'ils sont maintenant. Bien entendu. Bien entendu. Donc chaque salarié reste salarié Non, mais parce de son établissement d'origine. aucune modification parce que ça a été compris par l'USA et compagnie. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Au même titre qu'il n'y en a pas aujourd'hui pour les salariés qui vont demain à Perpignan et le reste salarié de la SCD, etc. Après, un salarié qui, dans son parcours professionnel, parce qu'il y a un poste vacant, fait le choix à titre personnel de passer à Vincent Azéma ou de passer à la Basse ou à Paul Rech, ça c'est un choix personnel. Mais contractuellement, il n'y aura aucune modification de contrat. Aucun ne sera déployé autre part que sur le... Absolument pas. Oui. En clair aussi, est-ce que vous pourriez nous confirmer que, à partir du si vous voulez, les salariés restent liés à leur établissement, ils conservent leur contrat, mais est-ce que le fait de se regrouper n'implique pas, ou n'a pas, disons, un caractère un peu néfaste sur les équipes? C'est le fameux terme synergie. Alors, Il va y avoir bien évidemment des locaux communs, donc des activités communes. Est-ce que les objectifs seront conservés aussi bien pour chacun des établissements? alors il y a deux choses, me semble-t-il, monsieur, dans votre question. Si votre question est « y aura-t-il des licenciements ?» La réponse est non. Voilà. Là, je préfère être clair avec vous. Non, évidemment, il n'y a pas de licenciement ni quoi que ce soit. On est dans un projet de restructuration. Ensuite, comme vous le soulignez, monsieur, bien entendu, il y a une recherche d'optimisation de manière à pouvoir réaliser ce projet et absorber le surcoût lié à la reconstruction. Vous imaginez que 35 millions d'euros, en effet, d'investissement créent des frais financiers et que ces frais financiers, il faut que nous soyons en capacité de les absorber. D'autant que sur les EHPAD, vous savez que la partie hébergement est à la charge des familles. Donc nous avons à cœur, bien entendu, là aussi dans le cadre de ce projet, de maîtriser les coûts, évidemment, et nous le faisons de concert avec Max Conesa pour l'EHPAD public, puisque, comme quelqu'un l'évoquait en introduction, il ne s'agit pas de construire un bâtiment qui reste vide. Donc il faut qu'au niveau du tarif hébergement, nous ayons également à cœur de proposer des locaux adaptés, neufs, répondant aux attentes, mais qui soient aussi compatibles avec la capacité financière des personnes elles-mêmes, soit à financer leur séjour en EHPAD, soit des familles. Et donc, quand nous regardons la situation actuelle, nous avons des prix de journée hébergement entre l'EHPAD public et Vincent Azéma qui diffèrent à peu près d'1,80 € au jour d'aujourd'hui. Donc nous avons travaillé avec le conseil départemental pour, à horizon donc, de l'ouverture des EHPAD, aboutir à une convergence tarifaire, puisqu'il ne s'agit pas dans le même bâtiment que la porte de droite est tel tarif hébergement et la porte de gauche est tel autre tarif. Vous imaginez, ça ne serait absolument pas compréhensible ni même acceptable pour une prestation identique. Donc nous avons travaillé avec le département et nous avons validé le plan pluriannuel de financement, hein, le BPI d'investissement et de financement, qui prévoit donc une convergence à un tarif hébergement de 63,50 € à horizon 2023. Ce qui nous permet d'absorber les surcoûts liés au bâtiment et d'avoir une homogénéité de tarif hébergement, quel que soit l'EHPAD public ou Vincent Azéma demain. Ce tarif hébergement, il va progresser régulièrement sur les 5-6 ans à venir, de manière à ne pas avoir un effet d'à-coup soudain pour les familles et qu'il soit absorbable, si vous voulez, au fil de l'eau. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, ça se traduise par 280 € de plus pour les familles parce que ce sera un à-coup qui ne serait pas entendable. Pour autant, à 63,50 € donc en tarif hébergement, nous sommes tout à fait dans la moyenne départementale et régionale pour des constructions neuves.
Quand on a regardé les tarifs moyens sur la région, et notamment sur le département des Pyrénées-Orientales, nous avons aujourd'hui des EHPAD, alors certes, qui relèvent du champ privé lucratif, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous sommes associatifs, qui font état donc de tarifs de 72, 75, 77, 79 € pour des structures neuves comparables. Donc nous avons eu à cœur, bien entendu, de maîtriser les coûts, évidemment, pour que les tarifs hébergement soient compatibles avec les possibilités financières telles que l'on vient d'évoquer, eu égard aux revenus moyens du département et de la commune également, bien entendu, et étant entendu aussi que ce tarif hébergement nous permet d'être conventionné et d'être social. Or, en fonction du tarif hébergement, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, le conseil départemental ne conventionne pas. Donc, ce qui pose encore d'autres problématiques. Donc je pense que le tarif auquel nous sommes arrivés, bon, nous paraît convenable, on va dire, même si en effet c'est toujours trop cher pour les familles, hein, nous le partageons, bien entendu, mais aujourd'hui, me semble-t-il, sur Vincent-Zéma, on doit être à 57 ou 57,80, quelque chose comme ça. Sur Paul Red, je ne l'ai plus en tête. Voilà, je crois qu'on a 1,80 € à peu près d'écart. Et dans des locaux que les uns et les autres connaissaient. Donc c'est certain que construire, ça a un coût, et que ce coût, il faut l'absorber, mais j'ai envie de dire qu'il faut de toute façon passer par là. Oui, si vous permettez, pour le... Donc c'est ce calendrier-là, en effet. Nous n'avons pas forcément exactement les mêmes documents. Donc, en ce qui concerne en effet la masse Limar, si tout se passe correctement, nous devrions être sur un dépôt de permis de construire courant 2018 et un démarrage des travaux donc en mai 2019. Si nous sommes dans une étude environnementale au cas par cas. Si tant est que ce soit une étude environnementale complète, on est 12 mois plus tard. Et sachant que pour la masse, on est sur un projet de construction à 18 mois, à peu près. Avec une phase pro et un DCE pour mai 2019, il est possible d'avoir un démarrage des travaux en mai 2019, puisqu'il y a un appel d'offres, que cet appel d'offres va durer un certain temps. Il va y avoir une ouverture des prix. Il va falloir attendre. Il risque d'y avoir des recours de certaines entreprises, donc il y a tout un délai à respecter. Et donc je me demande si mai 2019, ensuite on a l'été, on va aborder l'été, il risque d'y avoir peut-être un peu de retard. Mais fait bon, c'est sur le délai aussi, dans les parties sur d'un mois, on a pris quand même une marge aussi sur. Voilà, donc là c'est vraiment des dates qui ont été grandes lignes, on va dire. Voilà. En quelque sorte, hein, quand le SSR partira sur Perpignan, donc à horizon fin du premier semestre 2019, nous attaquons les travaux de la masse. Pour avoir quelques grandes dates en tête. Les ne se réalisent pas, c'est-à-dire qu'on ne construise rien sur la parcelle B. Que se passe-t-il au niveau de la destination de cette parcelle? Est-ce qu'on a bien bridé les choses au niveau du PLU? Si la phase A se construit, la phase B ne se construit pas, l'USAP, dans un premier temps, sachons-le, restera propriétaire de cette parcelle et de l'établissement qui l'aura construit. Il n'est pas question de dire parce que la phase A s'est faite et la phase B ne se fait pas, rendez-nous l'établissement. D'abord, on aura la capacité de le gérer, et de toute façon, l'accord est déterminé dans cet esprit-là. Je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas l'imaginer. Je te le dis parce que qu'est-ce qui se passera à l'ECF, je ne l'ai pas imaginé, je ne peux pas l'imaginer. Parce que nous sommes sur une opération de tiroir qui avance avec les services de l'État, avec qu'est-ce qui pourrait empêcher que la phase ne se fasse pas? C'est que le RTM ne déclasse pas le terrain pour qu'il soit rendu constructible. C'est l'engagement du préfet, c'est l'engagement du RTM qui était autour de table.
le plan du chenal et le plan de mise hors d'eau pour rendre ces terrains constructibles est fait en collaboration étroite entre le bureau d'études et les services de l'État. Et à la dernière réunion à laquelle nous avons assisté à la sous-préfecture, il y a eu un échange, bien entendu, il y aura des échanges encore, de manière à trouver des accords et à ce que ce projet avance. L'engagement de l'État et du préfet, c'est que quand la masse sera installée, enfin, quand la masse sera construite et qu'on commencera la destruction, on puisse faire deux choses, en même temps déposer le permis de construire, quand les autorisations nous permettront les études environnementales, et en même temps, l'État, le préfet, déclenchera une révision du PPR de manière à rendre ce terrain constructible. La révision se fera en fonction des pièces et en fonction de la façon des travaux de la mairie. La seule chose qui pourrait se faire, c'est que la commune ne fasse pas les travaux. Ne fasse pas les travaux. Mais on fera les travaux. On fera les travaux puisqu'on a un engagement pour les faire. Donc je ne vois pas pourquoi ces travaux ne se feraient pas. Après, s'ils ne se font pas, c'est une catastrophe pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi ces travaux ne se feraient pas, du moment qu'il y a une volonté forte de l'État, de la commune, de l'USAP, des services RTM, et que ceci va être couché dans un document, si vous voulez, on y reviendra après, qui est un document qui, à mon sens, grave dans le marbre l'évolution de ce projet. Puisqu'il y a des engagements réciproques, et ce document ira à la préfecture et sera validé par la préfecture. Non, en fait, je ne le souhaite pas, mais supposons que ça arrive, je voudrais savoir qu'il faut qu'au niveau du PLU, le règlement de cette zone soit bien guidé et qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Le PLU, on ne peut pas faire le PLU à deux vitesses, Charlie, je sais comme moi. Le PLU actuellement prévoit la construction d'un établissement de soins. Voilà, oui. Donc c'est bordé là-dessus. Ce terrain, on ne va pas y faire, si c'est ta crainte, on ne va pas y faire un motel dessus. On ne va pas faire une résidence pour milliardaires là-dessus. Bien sûr que non. De toute façon, le terrain appartiendra à la commune et c'est la commune qui décidera. Elle a le droit de préemption, celle qui le permet de construire. On est sur un règlement d'urbanisme, on est sur la construction d'un chenal avec des financements publics, donc la commune a largement la main là-dessus. Après, le chenal se construira de 2021, 2020, ce sera moi, ce sera pas moi, ce sera l'autre, mais l'engagement sera pris. L'engagement sera pris. Et il y a continuité aussi, on le sait tous, des engagements pris par les uns et les autres. Justement, c'est la question que posait Charlie titillait aussi, parce qu'elle est inclue dans la Convention en page 7, quand il est indiqué dans le premier paragraphe du page 7, où il est précisé par les parties que l'absence de réalisation des conditions visées au 6.2, c'est-à-dire l'obtention par la SCV des financements nécessaires pour procéder à l'acquisition du terrain et la réalisation des travaux, donc le lot B, en fait, n'aura pas pour effet d'annuler l'acquisition de la première partie du terrain par ISV. Bien. Alors, oui, effectivement, on espère tous que ça va se faire, c'est une évidence absolue. La question que je me pose, c'est que tout ça se fait alors que la politique du ministère des Solidarités et de la Santé a changé, que le PLFSS 2018 a bloqué le montant des fonds alloués aux établissements pour personnes âgées à 9 milliards d'euros, exactement comme c'était en 2017, et qu'il y a une volonté très affichée plutôt de donner de l'allant à tout ce qui se passe en ville plutôt que dans les établissements. Et vu ce qui se passe aussi au niveau des problèmes de convergence tarifaire dans les EHPAD un peu partout en France, avec les difficultés que ça représente, c'est quand même pas simple cette histoire. Donc évidemment, on veut tous que ça se produise, évidemment. Voilà. Mais la question que je me posais, c'est cette clause-là, qu'est-ce qui se passe concrètement pour la ville de Bayoux si on se retrouve avec une très jolie masse et que pour une raison ou pour une autre, la phase 2 ne peut pas se faire. Et autre question que je me pose par rapport au chenal et surtout au seul pont qui est la seule voie d'accès, j'ai fait passer un petit papier à Marc qui n'est pas su me répondre. Est-ce qu'un seul pont suffit aux pompiers
pour faire une évacuation s'il y a un problème, d'évacuation, notamment en termes d'incendie. On va répondre, après Pierre va répondre, mais très franchement, si vous me dites si la première partie se fait, la deuxième partie ne se fait pas, à la limite on construit un plan régional. Je vais l'annexer. Vous me posez une question qui va l'annexer. Sauf que dans le cas non, c'est pas possible. Mais si, parce que la masse sera construite bien avant qu'on fasse le chenal. Bien sûr, la masse sera construite bien avant qu'on fasse le chenal. L'engagement ne sera pas pris. Oui, mais la condition du 6.2, enfin le financement nécessaire, doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2023, d'après la convention. La masse sera faite. Oui, mais le chenal, il doit être fait au 31 décembre 2023 aussi. Oui, mais il y aura, si le chenal se fait, c'est qu'il y a un déclassement des terrains. Sinon, il n'y a pas de sens, le chenal. On ne fait pas un chenal parce qu'on a envie de faire un chenal, on fait un chenal parce qu'on veut faire déclasser les terrains. Donc, si le chenal se fait, c'est parce que l'État derrière, l'ETDM, déclasse les terrains derrière, sinon ça n'a pas de sens. On fait le chenal parce qu'on veut construire les deux maisons de retraite. Ça c'est clair. La masse, c'est un scénario catastrophe, mais la masse est autonome. Elle a une entrée, elle a une route, elle est construite, etc. Mais ça ne va pas arriver, parce que l'engagement de l'État est autour de la table. Après, je vais passer la parole à Pierre. Et la deuxième question, c'était Le pont, c'était juste... Oui, le pont. Alors, tout simplement, vous imaginez bien quand même que quand on fait des réunions, le sous-préfet fait venir l'ensemble des services d'État, y compris le SDIS. Le SDIS donne son avis. Il donnera son avis sur le permis. Voilà. Donc c'est validé, plus que validé par rapport à la sécurité. Peut-être Pierre veut répondre. Bonsoir. Simplement sur la convention, parce que j'ai participé à l'établissement de cette convention. Donc on a effectivement essayé de verrouiller le débat. Alors, vous avez noté à juste titre qu'il y a un article 6.2 qui dit que si l'opération ne se fait pas dans son ensemble, au moins la masse, la parcelle sur laquelle sera édifiée la masse, restera la propriété de la SCV, tout simplement parce qu'elle aura payé le prix 800 et quelques mille euros. Donc ça, il est important de le prévoir, que si pour une raison X, l'opération ne va pas jusqu'au bout, la masse reste, parce que c'est la SCV qui l'a payé, elle a acheté le terrain et elle a reconstruit dessus. Pour le reste, c'est-à-dire la deuxième partie, la partie basse pour dire simplement, celle qui pour l'instant est inconstructible. La convention qui a été élaborée constitue un tout. C'est-à-dire que c'est une convention qui, c'est écrit en tête, porte engagement réciproque des différentes parties. Et comme élément numéro 1 de la convention, l'article 1er définit l'objet de la convention. C'est-à-dire que la convention, elle vise à la création d'un pôle médico-social sur le territoire de la commune de Bagnols entre les différentes entités. Ça constitue un tout. Ça veut dire que si demain, pour une raison de politique nationale de santé que personne ne peut maîtriser ici, évidemment, il était dit qu'on ne peut plus construire des EHPAD là-dessus, l'opération s'arrête, la masse reste masse à SCV, et le reste reste à la commune de Bagnols, mais sera un terrain qui restera inconstructible aussi, parce qu'on ne va pas dépenser, à moins que le maire en décide autrement, mais ça m'étonnerait qu'il ait envie de dépenser sur les fonds de la commune, de refaire un chenal au moins aussi grand que la Baillerie. Donc la convention en elle-même cadre le débat, ça ne peut servir qu'à l'établissement, à la création d'un établissement médico-social. Ça, c'est clairement établi, sinon la convention n'existe plus. Est-ce que j'ai répondu Alors, j'avais une autre question, toujours sur la convention, d'après ce que j'ai compris, mais je peux me tromper. La SCV donnera bail aux autres établissements. Ça sera des baux de combien de temps? Comment ça fonctionne concrètement? Les projets de baux n'ont pas encore été établis, ils vont être mis en place, mais les baux vont être établis pour la durée des engagements financiers que la SCV va souscrire, parce que la SCV, elle ne va pas sortir de sa poche les 35 millions. Elle va se payer comment? Par la mise à bail des immeubles qui auront été édifiés, le calcul des loyers se faisant en fonction d'une part de la charge d'emprunt et d'autre part du prix de journée ou de la part du prix de journée que les établissements peuvent supporter. Mais actuellement, à la base,
place Maison de retraite Vincent-Azéma, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Le CCAS a donné le terrain, là-bas ça construit, puis ça se rembourse par le paiement d'un loyer. Donc ce sera des baux qui seront établis, au minimum pour la durée du remboursement des emprunts, mais il n'y a pas de raison non plus que ça cesse si ça fonctionne correctement. Ce sera des baux tout à fait classiques. Et sur une durée d'amortissement de 35 ans. Voilà, et alors je précise quand même, parce que c'est quelque chose qu'il est important de dire, à part l'établissement Paul Reitsch, les autres structures sont des associations loi de 1901, c'est-à-dire qu'en aucun cas elles n'ont de vocation commerciale et en aucun cas elles n'ont de vocation à réaliser des profits. Ce qu'elles doivent faire, c'est équilibrer leur fonctionnement en remboursant les emprunts pour avoir des installations plus conformes. Parce que le loyer sera la contraction des amortissements et des frais financiers. Ben, il est légitime de se poser toutes ces questions, mais pour ce qui me concerne, je souhaite rester optimiste, peut-être parce que serai-je bientôt un des pensionnaires de ces établissements. Mais je veux dire, sur l'aspect technique, Madame Requena, est-ce qu'on pourrait voir la diapositive numéro 11? Est-ce que vous voyez le ruisseau qui tombe perpendiculairement dans le chenal actuel? Lors d'un entretien ancien avec un responsable du RTM, notre interlocuteur, nous a dit que la perpendicularité de ce ruisseau avait une influence multiplicatrice de la violence du courant qui était dans le chenal actuel. Je suppose, mais je ne suis pas technicien, que la largeur du chenal qui est prévue va atténuer ce coefficient. C'est bien le cas. Je suppose que ça a été évoqué, oui. Oui, tout cela a été évoqué, donc avec la partie entonnement qui va être le réceptacle, si l'on peut dire, donc, de tous ces écoulements. Donc ensuite, le chenal, la taille du chenal, voilà. La taille du chenal, la pente du chenal, tout cela est vraiment été étudié pour justement absorber. Donc, et également, le chenal a été étudié pour absorber la montée des eaux. Oui. Voilà. Parce que si tel n'avait pas été le cas, ce responsable de thème avait conseillé de dévier ce ruisseau qui tombe perpendiculaire de façon à ce qu'il tombe de façon oblique dans le chenal actuel. Il fallait, d'après lui, augmenter la section, etc. Mais bon, il n'y a pas de problème, je suppose que ça a été vu. Tout ça, ça a été vu. Donc, ce que j'appelle l'entonnement, c'est encore une sorte d'entonnoir. Oui, oui. Ben non, j'en ai encore deux. L'autonomie énergétique des bâtiments. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des... Pourquoi est-ce qu'au niveau architecture, c'est pas un projet qui fait que ça pourrait être en autonomie complète au niveau énergie? Alors, tout cela est étudié. Donc là, on est en phase donc, avant APS, avant projet sans mer. Donc là, on va rentrer dans une phase d'étude où on va préciser de plus en plus les matériaux et justement que la consommation énergétique de ce bâtiment soit la minimum possible. C'est-à-dire toiture solaire pour... Alors, possible ou pas? Non, toiture solaire, non. Mais en tous les cas, une isolation par l'extérieur. Donc après, donc, on calcule aussi des vitrages pour permettre donc l'apport de solaire existant, mais sans qu'il y ait un trop grand surplus de soleil. Tout ça, tout cela est étudié et est étudié de plus en plus en détail. Dernière question. Qu'est-ce qui va se passer, puisque les Paul Reitsch est propriétaire de son bâtiment, qu'est-ce qui va se passer à terme qu'est-ce qui va se passer pour le bâtiment actuel de Paul Reitsch et pour Vincent Azéma, le bâtiment reste propriété, je suppose, du CCAS. Et qu'est-ce que ça va devenir? Comment on fait? Comment ça marche? Paul Reitsch va rester propriétaire de son immeuble actuel, à charge pour l'établissement public d'y trouver une autre finalité, en coopération avec la commune, bien entendu.
Et est-ce qu'à ce moment-là, si vous trouvez une autre finalité, ce qui sera pensable dans les conditions du bâtiment, est-ce que ça rentre dans le plan de financement? Comment ça fonctionne? Donc, c'est un établissement public et nous sommes sous tutelle financière en partie du conseil départemental. Donc rien ne se fera sans obtenir l'agrément du conseil départemental, puisque c'est le prix de journée qui finance l'établissement. Donc, ça sera une concertation avec l'ensemble des acteurs. Évidemment, il est souhaitable pour la commune, et je vais laisser M. Solé répondre, que cet établissement, on puisse en faire quelque chose et qu'on ne soit pas obligé de barricader, etc., de laisser en déshérence. À une époque, pardon, l'office d'HLM s'était intéressé à cet établissement. Pourquoi pas, hein? Je parle d'il y a longtemps. Pourquoi pas? De toute façon, vous avez vu qu'il nous reste encore un peu de temps, puisqu'il y a encore avant que ces établissements... Mais on va l'anticiper. Vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas le faire maintenant, parce que c'est d'abord ce dignement, on ne pouvait pas commencer à imaginer ce qu'on allait faire de Paul-Rech ou Vincent Azéma alors qu'il y a des pensionnaires et qu'on n'a pas une visibilité. On l'a maintenant, on l'aura tout à l'heure, et donc bien entendu qu'on va imaginer la restructuration et le réaménagement de ces établissements. Paul-Rech, avec le conseil départemental, puisqu'il a été financé, comme l'a dit Max Bonesa, en grande partie par le prix de journée, et bien il fallait trouver une solution pour utiliser ces bâtiments au mieux dans l'intérêt général de la ville et qui répondent à un besoin, peut-être un besoin de logement. Roger Rouille parle des HLM, pourquoi pas, puisse être évoqué. On verra le projet de lui. En ce qui concerne Vincent Azéma, le bâtiment est beaucoup plus récent, n'est pas en zone rouge, il appartient au CCAS. On va étudier aussi toutes les propositions, et je pense qu'il y en aura, puisque les choses vont s'évoluer, qui se font. Moi, j'avais imaginé peut-être de pouvoir y faire une seigneuriale ou des choses comme ça, de manière à avoir un établissement qui puisse aussi d'abord continuer à apporter de l'emploi sur Bagnols-sur-Mer. Si on peut faire un établissement qui nous amène 20-30 emplois sur Bagnols-sur-Mer, ça serait formidable. Et ensuite, quand on regarde le vieillissement des populations, tout le monde ne pourra pas ou ne voudra pas aller à la maison de retraite. Et on se rend compte que les personnes qui sont en maison de retraite sont des personnes qui sont de plus en plus dépendantes. Et des personnes peut-être qui nécessiteront, qui voudront avoir un établissement pour les accueillir dans un cadre différent d'un EHPAD où les gens sont très dépendants. Et peut-être que, soit par des organismes privés, soit par des organismes publics, peut-être qu'il y aura des solutions qui seront... Voilà. Donc ça paraît une piste ouverte, mais il y en a d'autres qui s'ouvriront, je suis persuadé. Le pari de demain par rapport à... Enfin, le pari de demain, on parle beaucoup de cyberéconomie, donc on peut en dire un mot aussi. On sait très bien que demain, c'est dans des régions comme la nôtre, où on a une population qui arrive en bonne santé, qui est vieillissante, il y a l'aide à la personne, le maintien des personnes à domicile. Et là aussi, on n'en a pas parlé, mais je ne désespère pas, et j'espère bien que le nouveau pôle médical qui sera construit au centre de Marais, il prenne sa place, puisse créer des lits d'hospitalisation de jour, d'accompagnement à Alzheimer, etc., etc. Et peut-être d'être le grand centre qui permettra de réunir l'association, etc., pour pouvoir justement répondre à ce besoin de maintenir les personnes à domicile. Et peut-être que Vincent Azéma aura aussi, l'association, je ne sais pas, il faut vraiment y réfléchir, ça part là-dedans. Mais l'idée, c'est bien entendu de faire une opération immobilière, et vous avez bien compris quelle était ma détermination, c'était de faire des établissements qui contribuent à la vie de Bagnols-sur-Mer, par ce qui vont amener aux personnes qui demain seront vieillissantes et auront besoin qu'on s'occupe d'elles, ou par la nécessité de créer de l'emploi sur la ville de Bagnols-sur-Mer. Est-ce qu'il y a une volonté de l'USAP de créer un HAD avec ce pôle-là en plus? Alors, si vous voulez, le dispositif de HAD, le dispositif de HAD, là, pour le coup, nous sommes dans le champ, alors hospitalisation à domicile, pardon, voilà, relève du champ sanitaire. J'étais ce matin à l'AFS, justement à Montpellier, et est en train d'être planifié le projet régional de santé, donc qui va prévoir les projets, les implantations et les besoins pour les 10 années à venir.
Il y a actuellement une mission qui est conduite par la DGOS concernant les dispositifs d'hospitalisation à domicile en France. Et il y a beaucoup de questionnements autour des HAV. Donc je ne sais pas répondre aujourd'hui à votre question, madame, sachant que dans la plupart des cas, les dispositifs de HAV, puisque là on est sur le champ sanitaire, sont rattachés à des établissements de santé. Là, nous sommes sur des établissements médico-sociaux. Donc, nous en avons déjà parlé avec monsieur le maire et au sein de nos conseils d'administration respectifs. Nous participons actuellement avec le conseil départemental au schéma gérontologique. J'en parlais juste avant de venir avec la directrice de Vincent Azéman, Marie Beaufils, elle fait partie du groupe de travail. Le premier point qui va être élaboré dans le cadre du futur schéma, c'est l'évaluation des besoins. Et il nous semble qu'en effet, sur la commune, en appui demain du pôle médico-social, mais peut-être déjà en amont, en appui avec les EHPAD existantes, il y aurait matière à développer des accueils de jour. Donc là, nous sommes bien dans le champ médico-social. On est sur de la prise en charge à la journée. On n'est pas du tout sanitarisé. On est plus dans un optique, si vous voulez, de maintenir les acquis des personnes qui aujourd'hui sont à domicile et de soulager les aidants. Puisque on sait très bien que le maintien à domicile, comment dirais-je, ce qui est absolument indispensable pour maintenir les personnes à domicile, c'est aussi de prendre en charge les aidants. Et c'est la condition sine qua non du maintien à domicile. Donc voilà, je pense qu'il y aura matière en effet à réfléchir à un projet autour de l'accueil de jour, sachant que dans le champ médico-social, ça fait partie de procédures d'appel à projet. Donc je pense que le département, et on en a déjà parlé avec eux, puisque depuis cet été, on s'est quand même réunis de nombreuses fois autour du projet Bagnolinck et des autres projets que nous conduisons sur les Pyrénées-Orientales. Le conseil départemental est assez intéressé sur la Côte-Vermeille de développer quelque chose. Et de surcroît, nous avons également pensé à un accueil de jour itinérant. Parce que la géographie du département fait qu'il y a certaines populations, voire certaines communes qui peuvent être un petit peu éloignées, que l'on sait très bien qu'au-delà de 20 minutes de trajet pour les familles, ça ne tient pas. Ça va marcher un mois, ça va marcher 2 mois, ça va marcher 3 mois, puis après tout le monde s'essouffle et tout le monde arrête. Et que des dispositifs d'accueil itinérants de jour peuvent être une réponse à ce type de problématique géographique. Voilà, donc on a commencé à aborder la question. Je pense qu'il y aura certainement matière à faire quelque chose en amont du pôle médico-social. Que vous semble importante ou qui vous interroge encore? Il n'y a plus de questions? Une question. Allez. On a 203 places maintenant, et dans 6 ans, il y aura 203 places. Donc il faut attendre qu'il y en a qui partent pour les remplacer. Et monsieur Roux, il n'y aura pas de place s'il n'y a pas quelqu'un qui... Alors, malheureusement, je pourrais laisser répondre les directeurs d'établissement, mais la réponse, je la connais. Malheureusement, les personnes sont très dépendantes. Il y a un turnover fatal, on pourrait dire, qui fait qu'on a des places de temps en temps qui se libèrent et nous avons des Bagnolinck qui rentrent dans les établissements. Donc, il semblerait, pas trop avancé, dites le contraire si je me trompe, il semblerait que 144 lits sur la commune de Bagnols-sur-Mer et la côte soient suffisants pour répondre à la demande actuelle et assurer le renouvellement des pensionnaires et satisfaire les personnes qui ont besoin d'aller à la maison de retraite. Pourquoi pas augmenter? S'il y a de la demande, on va faire une augmentation, il faut recréer un nouveau... Alors, je t'engage à écrire au ministre de la Santé, moi je ne demande que ça, et je suppose que... Je vais te dire un truc. Quand on a fait cet établissement, on a beaucoup travaillé, parce que là on en parle comme ça, mais on a beaucoup insisté, et on a essayé de le glisser quand même, parce que quand on parle d'accueil de jour, il va falloir ouvrir des lits, je ne me trompe pas. Et des places, ça veut dire derrière des financements. Ça veut dire derrière, c'est l'assurance, c'est la RS qui va financer, c'est le social, etc. Je peux te dire que au
privé ce qu'a dit notre ami, c'est pas la tendance actuelle. C'est pas la tendance actuelle. Donc, la tendance actuelle n'est pas de fermer les lits non plus. Voilà. Donc, pour l'instant, nous en avons. Donc, c'est très compliqué, très compliqué de pouvoir avoir des autorisations, avoir des lits supplémentaires, parce que derrière, c'est pas l'autorisation, derrière, c'est les financements. Par contre, moi, je n'en démords pas, et tant que je serai en place avec vous, on y travaillera. Parce que je pense qu'il y a un réel besoin. Je pense qu'en dehors du fait qu'il y a un besoin d'emploi sur la évaluation, il y a un réel besoin. Il y a des familles que je rencontre, moi, qui sont à la peine parce que ce sont des personnes dépendantes. Parce que c'est un drame dans une famille qui a une personne qui a un Alzheimer, ne serait-ce léger au départ, les personnes s'épuisent. Et c'est catastrophique pour le cocon familial et ça peut même détruire les familles. Donc je trouve que c'est très important qu'on puisse répondre à cette demande. Donc, il y a un vrai besoin de santé publique sur lequel on insiste en dehors du fait, parce que ça correspond au besoin. On y arrivera. Vous en discutez déjà avec le conseil départemental. Moi, j'en parle chaque fois qu'ils me voient, je leur en parle, j'ai quand même deuxième lit. La question, c'est est-ce que ce nouveau bâtiment permettra, au cas où la RS est gentille, d'agrandir de notre cas, ce pas si on a mis plus, on les casse pas. Non, mais voilà, parce que si c'est pour refaire des bons lits et après refaire comme à Paul Rech, 3 lits dans une chambre. On a de la réserve foncière sur 3, voilà. Et je vous donne le micro, monsieur Gascou. Simplement, voilà, je crois qu'aujourd'hui, la réflexion dans le cadre des politiques nationales, c'est bien sûr d'avoir des lits en EHPAD, mais c'est aussi de penser la prise en charge de la personne âgée différemment. Et donc, penser des dispositifs de maintien à domicile qui viennent compléter l'offre de prise en charge à temps plein, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut que l'on explore. Et développer ce type de dispositif sur la commune et la Côte-Vermeille, ça me paraît répondre à un véritable attente des personnes qui aujourd'hui, si l'environnement social et familial est adapté, aspirent plutôt à rester chez elles et avec l'étayage qui va bien autour, plutôt que d'être institutionnalisées. On ne peut pas quand même envisager de trop faire de lits de gériatrie dans une commune comme Bagnous. Moi, je pense que ce qui est important également, c'est peut-être de réfléchir à permettre aux professionnels qui vont travailler dans ces établissements de loger sur place, de faire des enfants, pour que nos écoles, quand même, arrêtent de perdre des classes. Donc, si on met trop de personnes âgées et qu'on ne loge pas les professionnels, on va se trouver avec beaucoup d'aspects pour les personnes âgées. J'en fais partie, je fais partie des jeunes vieux. Il y a les jeunes vieux, les vieux et les très vieux. Mais le problème actuel, c'est qu'on fait un établissement qui maintient les lits de personnes âgées à Bagnous. Vouloir en rajouter, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Il faut qu'il y ait un certain équilibre démographique dans une commune et pas trop déséquilibré par une population qui devienne trop grande. Ah, moi je veux plus de personnes. Si vous voulez, on ne va pas ouvrir ce débat qui n'est pas d'actualité. On l'ouvrira si vous voulez, mais peut-être on est maintenant, concentrons-nous sur cette convention. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir, peut-être on pourrait libérer ces personnes. D'abord, vous remercier. Parce que je pense que l'explication était nécessaire, était claire. Le déroulé a été parfait. Moi, en tout cas, j'ai tout compris. Je pense que tout le monde a tout compris. Voilà. Et puis, les dernières interrogations ont été levées. Voilà. Donc, merci beaucoup. Oui. Avant que ces messieurs dames s'en aillent, moi je voudrais dire un petit mot. Oui, ce projet du maintien de l'activité médico-sociale sur Bagnous concerne tout le monde. Depuis longtemps, beaucoup de personnes y ont travaillé, se sont impliquées, avec plus ou moins de réussite en fonction des circonstances. Mais aujourd'hui, au vu des documents qui nous ont été fournis, au vu des compléments d'explication que vous nous avez donnés, nous pensons et nous pouvons dire que ce montage innovant est vraiment judicieux. Ça a mérité beaucoup de travail, certainement. Et je pense que ce projet est réaliste, fonctionnel,
Et j'espère, je félicite sincèrement tous ceux, institutionnels ou autres, qui se sont impliqués dans l'élaboration de ce dossier. Et j'espère vivre assez longtemps pour voir sa concrétisation. Alors, quand Jean-Charles nous a fait peur en disant qu'il y aurait peut-être des retards, j'espère qu'il n'y aura pas de retard et que nous verrons fleurir ce joyau qui sera un joyau pour Banyuls et tout le monde sera content, ça fera l'unanimité. Merci de votre attention. Merci pour votre acte. Donc, bien entendu, le point 1 de l'ordre du jour, puisqu'on a le point 1 de l'ordre du jour, c'est la validation du protocole d'accord visant à réaliser sur le site du Centre de Marais un pôle médico-social, annuler en place la délibération numéro 8 du 28 février 2017. Pardon? C'est le premier point. Il y a 2 points à l'ordre du jour. Je résume pas tout ce qui a été dit, on est bien d'accord. Soyez gentils. Simplement, il nous faut maintenant, je l'avais dit, c'est vraiment un accord historique et moi je suis content de ces échanges qu'il y a eu et je pense qu'il y a de l'enthousiasme dans le fait que tous ensemble on puisse voter ce beau projet. Donc, le point 1, dit d'une autre façon, c'est de voter la convention portant les engagements réciproques qui lie la commune, l'association, etc., etc. Tout ce qu'on vient de débattre maintenant. Voilà. Donc je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Je vous remercie. Il faut une cœur d'unanimité. Ça me fait vraiment plaisir. Le point 2 de l'ordre du jour, c'est demande de subvention pour le projet du pôle médico-social Saint-Pierre-Marais auprès des services d'État. Donc, j'explique un peu en dehors de leur présence, malgré qu'ils ont assisté en partie à nos échanges. Bien entendu que je me rapproche des services de l'État, notamment, j'ai longuement discuté avec M. le sous-préfet, pour qu'il vienne nous aider par rapport à ce qu'il nous faut financer en plus, le chenal et la construction du pont, bien entendu. Le sous-préfet m'a laissé comprendre, envisager qu'il nous aiderait et qu'il participerait avec de la DETR sur le pont et sur la construction du pont. Il va nous aider sur des études, etc. En sachant que on parle de financements qui vont concerner la commune dans 1 an, dans 2 ans. Vous avez bien compris que ceci n'impactera pas le budget 2018, mais le budget, peut-être un peu le budget 2019. Et encore non, je dis une bêtise, non, puisqu'on aura rendu les terrains, on aura encaissé 800 000 €, ça nous permettra de faire l'avance et sans impacter le budget à la commune, dans un premier temps, bien avancé. Donc, c'est dans les années 2021-2022 que nous serons en train de construire ce cheval et ce pont. Donc, nous sommes en train de discuter avec l'État, notamment avec M. le sous-préfet, de manière à demander des subventions pour qu'ils viennent nous aider. Donc, le point 2, c'est de m'autoriser à faire une demande de subvention. Je suppose que vous serez d'accord. Il faut qu'on arrive à boucler, ficeler, à avoir un arrangement qui nous permette de pouvoir nous projeter dans l'avenir. Voilà. Donc j'espère bien, on demande combien? 30%, c'est ça. On va demander 30% de financement par rapport à ces travaux, à la totalité des travaux, études des travaux, chenal, études et le pont. Voilà. Donc c'est important. Sur 2022, sur 30%, on aurait pratiquement la totalité financière. Mais ça, je ne peux pas l'évoquer avec eux, parce que c'est aussi, et le préfet ne le souhaite pas, c'est aussi ça ne l'aurait pas extérieur, mais c'est aussi le job d'aller chercher le financement par rapport à ces projets. Voilà. Comment ça va se passer d'ailleurs au niveau du phasage financier? Est-ce que donc la commune va récupérer en gros les 900 000 € du lot A, mais la vente du lot B ne pourra se faire que lorsque le chenal est fait. Donc entre-temps, la construction du chenal, va falloir. Comment ça va se passer? Alors il y
il y a dans un premier temps, dans ce que je viens de dire, la première phase, donc, on aura les 800 000 euros, 800 ou 900 000 euros qui permettront de payer les études, etc., et de commencer les travaux. Après, nous devons encore établir avec eux un passage financier, un échéancier financier de l'opération, quand on doit intervenir, quand on doit payer, etc. Deux solutions se proposent à nous. Soit on fera une budgétaire financier un an ou deux cette avance, voilà. soit on fonctionnera avec eux sur une avance par rapport au prix du terrain. Voilà. Donc on l'a évoqué, puisque je dis quand même, je ne peux pas non plus que la commune supporte les charges financières importantes. Ce n'est pas exclu. On est en train raisonnablement d'en discuter et je pense qu'on trouvera une solution. Mais je compte aussi beaucoup sur l'État qui va venir. Oui, quelque chose. Avec le recul, je pense que le prix du centre marin, les 8 hectares, quelque chose, qui fut négocié d'arrache-pied, et qu'on a obtenu pour 1 million d'euros, ce n'était pas cher. C'était une bonne affaire. Ça a été vraiment une bonne affaire. Le professeur jeune, je pense, il se montait intransigeant, nous aussi on s'est montré intransigeant, et Albert Caïs, qui était toujours de côté, se montait aussi intransigeant, entre le médecin il parlait. Bon, mais avec le recul, je pense un seul coup, 1 million, c'est rien du tout. Par bâtiment compris, les 8 hectares et jusqu'à Mons, c'est pas cher. Alors, si je peux me permettre... Avec le recul, oui, un seul coup. Et je dis pas ça, moi je ne suis pas dans la polémique. Moi je pense que ça a été une très bonne chose. Parce que si la mairie n'avait pas été propriétaire de l'établissement, on n'en serait pas là. C'est pour ça qu'on a lancé le pourparler d'achat. On n'en serait pas là. Donc ça, sans parler du prix du terrain, on n'en serait pas là. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que des porteurs de projets comme eux, ils sont sollicités. N'imaginez pas que les communes voisines de la plaine, dont je ne vais pas citer le nom, mais que vous imaginez, de toute tendance politique, qu'ils soient nos amis ou pas nos amis, sont à la guet demain de donner des terrains, construire des routes pour pouvoir avoir des établissements et créer de la richesse et de l'emploi chez eux. Donc on est dans un monde concurrentiel par rapport à l'offre qu'on porte. Donc, premier point, si la commune n'avait pas acheté cet établissement, on n'en serait pas là, il serait parti. Voilà. L'idée, quand même, qui est la leur, c'est d'avoir un établissement qui sera un fleuron. Parce que dans le cadre de CEO, avec une plage, etc., il y a quand même une architecture qui est très très sympa. Je veux dire, ce sera l'établissement, sera vraiment un fleuron pour nous aussi, heureusement, parce que ce qui est bon pour eux, c'est bon pour nous. Voilà, donc c'est une bonne chose pour ça. Donc, ils le font parce qu'ils ont envie de le faire sur Bayeux-sur-Mer. Et quand j'avais commencé à discuter avec eux, je les sentais quand même très intéressés par le projet. Mais voilà, si on n'avait pas donné le terrain, ils n'avaient pas fait de compter maintenant, ils seraient partis. Les communes, ils attendent d'ailleurs. Voilà. Donc, ça a été une bonne chose d'acheter cet établissement. Heureusement qu'on a pu le traiter avec eux, parce que les bâtiments, même si on peut imaginer qu'ils ont de la valeur, en vérité, ça fait 140 ans et ils sont très très compliqués à réorganiser, à refaire, etc. Et c'est des destructions, etc. Donc, oui, moi je pense que c'est une bonne chose, que le prix a été bien négocié, c'est une bonne chose.